ça peut même aller jusqu'à se fistuliser en fait dans le canal, enfin dans le cholédoque, hein, et du coup ça peut entraîner même une dilatation des voies biliaires intrahépatiques dans ce cadre-là. Mais là, c'est des choses qui sont vraiment beaucoup plus rares là pour le coup. Donc, quelle est la conduite à tenir lorsqu'on diagnostique une cholécystite aiguë? C'est une hospitalisation, ça déjà, ça c'est clair et net. En milieu chirurgical au mieux. Donc, si ce n'est pas le cas, il faut toujours avoir l'avis du chirurgien qui a vu les images et qui a bien examiné le patient. On traite la douleur. Donc on peut aller parfois jusqu'au morphinique, hein, c'est des douleurs qui peuvent être très importantes. On réhydrate le patient. Parfois on est même obligé de le mettre en aspiration parce que du coup, comme je vous le disais, dans de rares cas, il peut y avoir une sorte d'iléus réflexe, donc une sorte de paralysie du tube digestif. Et du coup, les patients ont vraiment une sécrétion importante au niveau gastrique et ils peuvent aller, pour éviter qu'il y ait des vomissements trop profus, on peut mettre une sonde d'aspiration, mais ça c'est pareil, ce sont des cas vraiment les plus graves. Et bien sûr l'antibiothérapie, hein, ça c'est vraiment, s'il faut retenir qu'une chose, c'est antibiothérapie qui est ciblée bien sûr aux germes digestifs, qui sont la plupart du temps des bacilles à gram négatifs ou des anaérobies. Et dans un deuxième temps, en fait, s'il n'y a pas de complications, que c'est une cholécystite simple, la prise en charge, c'est vraiment perfusion antibio-antalgique, en gros. Et on les opère, en fait, ces patients dans un deuxième temps, en fait, soit à 24-48 heures, une fois qu'on aura bien, il faut qu'on ait au moins 48 heures d'antibiotiques pour un petit peu améliorer l'accès chirurgical aussi, parce que quand c'est trop inflammatoire, du coup, c'est plus compliqué. Et donc on les opère dans un deuxième temps. Le mieux, effectivement, c'est dans les 48 heures. Après, si les antibiotiques sont efficaces et que la cholécystite aiguë est peu grave, on peut même les opérer un peu plus tard, hein. Donc la prise en charge, c'est une cholécystectomie. Et donc dans le même temps de la cholécystectomie, donc ils enlèvent la vésicule, ils vérifient en opératoire en fait la voie biliaire principale pour être sûr qu'il n'y ait pas un calcul qui soit resté dans le coin, parce que ça serait un peu dommage d'opérer la vésicule et de laisser un calcul dans le cholédoque et qu'il refasse derrière l'angiocolite et tout le reste, quoi. Donc ils vérifient toujours la voie biliaire en opératoire. Donc voilà un schéma du coup d'une échographie, enfin une image d'échographie d'une cholécystite aiguë. Donc là, vous voyez les trois petites flèches qui sont sur le haut. Donc ça montre en fait la paroi de la vésicule biliaire qui est épaissie et dédoublée. Donc c'est vraiment un aspect en double contour. Avec la grosse flèche, là, vous voyez un calcul qui est coincé en fait dans le canal cystique. Et donc il y a comme tout à l'heure le cône d'ombre postérieur. Donc ça c'est vraiment le signe échographique le plus fréquent. Donc ensuite, donc là on va aller dans les complications encore plus sévères. Donc la migration lithiasique, c'est-à-dire que le calcul là se déplace au-delà du cystique. Et il se bloque dans la voie biliaire principale, donc au niveau du cholédoque. Il y a plusieurs types de manifestations quand ça arrive. Il y a des patients qui peuvent être asymptomatiques, ce n'est pas les cas les plus fréquents, mais ça peut arriver. Il y a des patients pour qui ça se révèle parce qu'ils sont jaunes, donc ils ont un ictère obstructif. Donc on fait l'échographie, on découvre une lithiase de la voie biliaire principale. Et après, les deux complications les plus sévères, c'est l'angiocolite et la pancréatite aiguë biliaire. On va détailler un petit peu ces deux pathologies. Donc il y a une triade vraiment clinique en fait qui diagnostique la migration lithiasique. Elle associe donc la douleur de colique hépatique comme on a vu tout à l'heure, la fièvre et l'ictère. Et en fait, ça apparaît dans cet ordre. Les gens, ils ont d'abord mal, après ils commencent à avoir de la fièvre, et puis ils deviennent jaunes. Et donc ça, c'est vraiment la triade. Devant cette triade-là, il faut vraiment penser en premier à ça, quoi. Une migration lithiasique avec une lithiase bloquée dans le cholédoque.
Donc cliniquement, donc c'est la douleur biliaire. Et au niveau des analyses biologiques, donc cette fois-ci, on a une hyperleucocytose avec apparition donc de perturbation du bilan hépatique cette fois-ci, une cholestase, parfois une cytolyse au début qui peut être juste temporaire, une lipase qui est normale parce que là ça obstrue, là c'est vraiment le diagnostic de l'angiocolite, donc là on n'est pas dans la pancréatite. Et on fait des hémocultures systématiques pour voir si on arrive à isoler un germe, parce qu'il peut y avoir une décharge septique, bien entendu, également quand ça se bloque à ce niveau-là. Donc l'échographie, dans ce cas-là, elle confirme la lithiase vésiculaire, donc il y a des calculs dans la vésicule. En plus de ça, cette fois-ci, il y a une dilatation au niveau de la voie biliaire principale. Et malheureusement, ce n'est pas toujours visible, mais c'est pathognomonique quand on l'a. On a une lithiase dans le cholédoque, intracholédocienne. Donc ça, en gros, c'est 20% des cas. Donc vous voyez, ce n'est pas le plus fréquent. Et en fait, finalement, le diagnostic, il est surtout signé par l'existence de la dilatation des voies biliaires. Donc quand on a du mal à faire le diagnostic par échographie, comme c'est une pathologie quand même assez sévère, là on n'hésite pas à faire un scanner, notamment pour rechercher un diagnostic différentiel. Donc ça on peut l'avoir rapidement dans l'urgence. De même que l'écho-endoscopie haute en fait. Donc l'écho-endoscopie haute en fait c'est un examen qu'on fait par sous anesthésie générale, par voie endoscopique. En fait, on va passer vraiment par les voies naturelles. On passe du coup comme si on faisait une fibroscopie, sauf qu'au bout de cette fibroscopie, on a une petite échographie. Et en fait, on arrive au niveau du deuxième duodénum, au contact de la papille. Et là, à ce niveau-là, du coup, on peut voir la voie biliaire principale de façon très très proche, en fait. Donc, c'est l'un des meilleurs examens. Bien sûr, c'est plus difficile à avoir qu'une simple imagerie, parce qu'il faut que le patient voie l'anesthésiste, il faut qu'il y ait un créneau pour faire l'examen. Mais souvent, on arrive à l'avoir dans l'urgence parce que c'est nécessaire, tout simplement. Ensuite, un bon examen également pour analyser la lithiase vésiculaire, la lithiase de façon générale, c'est la bili-IRM, mais ça c'est pareil, les moyens d'accès sont beaucoup plus difficiles, avec des délais plus longs. Donc en fait, le meilleur examen, il faut retenir que c'est l'échographie. Le scanner, c'est plus pour éliminer les diagnostics différentiels. Par exemple, l'un des diagnostics différentiels qu'il faut éliminer, ça peut être une tumeur de la tête du pancréas qui comprime les voies biliaires ou quelque chose qui comprime la voie biliaire. Et c'est pas forcément un calcul en fait qui entraîne ça. Donc, il faut éliminer toutes les autres causes. Et l'écho-endoscopie haute, donc c'est l'un des meilleurs examens et qu'on fait finalement assez souvent parce que ça nous permet dans le même temps en fait que l'écho-endoscopie haute, déjà de confirmer, et d'autre part, en fait, s'il y a vraiment un calcul enclavé, on peut faire dans le même temps une CPRE. Donc en fait, c'est un geste complémentaire qui permet d'opacifier en fait par les voies naturelles le cholédoque et en fait de confirmer d'une part l'existence du calcul et d'autre part en fait de faire une sphinctérotomie, c'est-à-dire une petite incision au niveau de la papille pour permettre au calcul de se libérer en fait. Donc voilà. Donc, comme je disais, il faut éliminer les diagnostics différentiels. Principal, c'est la tumeur de la tête du pancréas ou même une tumeur des voies biliaires. On peut avoir une tumeur qui se met dans la voie biliaire principale, qui se développe et qui entraîne le même type d'atteinte. Voilà, donc les formes particulières, c'est le choc septique quand ça décharge et que là, ça part vraiment mal. En gros, dans ces cas-là, il faut coûte que coûte enlever la lithiase bloquée, quoi. Donc en gros, on y va par voie endoscopique, il faut que ce soit fait dans l'urgence. Parce que en fait, c'est comme si c'était c'est une comparaison, mais c'est comme si on drainait mal une infection. Du coup, l'infection, elle reste localisée. Donc tant qu'on n'a pas levé l'obstacle, l'infection, elle peut pas s'améliorer. Et donc l'autre cause un peu plus rare, c'est la pancréatite aiguë. Donc ça peut entraîner également une réaction pancréatique, effectivement, parce que le canal de Wirsung n'est pas très loin.
Donc le traitement de la migration lithiasique, donc il est symptomatique avant tout, donc avec pareil une hospitalisation, réhydratation antalgique. Après donc il y a 2 options médico-chirurgicales. Donc comme je vous le disais, la CPRE avec une sphinctérotomie endoscopique. En général, on essaie de l'avoir en urgence dans les 48 heures, d'autant plus si le sepsis n'est pas contrôlé. Et dans tous les cas, dans un deuxième temps, on pensera à retirer la vésicule biliaire pour éviter qu'il y ait de nouveau une complication. Donc ça, c'est l'une des possibilités thérapeutiques. L'autre possibilité thérapeutique, c'est la chirurgie, où on fait du coup la cholécystectomie, on prélève la bile pour pouvoir l'analyser de façon plus précise. Et dans le même temps, donc, on va aller faire une cholédochotomie, c'est-à-dire qu'on va aller vérifier la voie biliaire principale, retirer les calculs et mettre un drain. Donc il y a 2 possibilités thérapeutiques. Là actuellement, on ne peut pas dire qu'il y a un des 2 traitements qui soit un traitement de référence, mais en pratique on procède plutôt à la CPRE avec sphinctérotomie endoscopique parce que finalement c'est moins invasif et ça permet la plupart du temps de libérer l'obstacle et donc d'améliorer la situation. Et finalement c'est mieux de faire aussi la chirurgie à froid quand il y a moins d'inflammation parce que là opérer au moment de l'angiocolite, c'est des difficultés opératoires quand même qui ne sont pas négligeables. Hein. Donc ça c'est une image de CPRE. Donc en gros, je ne sais pas si vous voyez bien, mais donc on arrive au niveau de la papille, on opacifie à ce niveau-là, en fait, du coup au niveau du cholédoque. Et en fait, au niveau du cholédoque opacifié, vous voyez qu'il y a vraiment une image qui correspond au calcul intracholédocien. Et donc là, vraiment, on est sûr du diagnostic. Et donc là, on peut envisager la sphinctérotomie endoscopique pour essayer, pour que le calcul arrive à s'évacuer tout seul, quoi. Donc ça, c'est un petit tableau qui récapitule un petit peu tout ça. Donc dans les 3, donc colique hépatique, cholécystite aiguë et migration lipothiasique, on a toujours la douleur. Finalement, c'est pas le meilleur critère pour déterminer la gravité, parce que finalement, c'est les patients qui ont les épisodes de colique hépatique qui ont souvent le plus mal, en fait, alors que c'est pourtant la complication la moins grave. En revanche, la fièvre n'est présente qu'en cas d'obstruction au niveau des voies biliaires, donc en cas de cholécystite aiguë et de migration lithiasique. Et l'ictère, lui, il est présent uniquement quand il y a le calcul qui est bloqué dans la voie biliaire principale, puisque c'est la voie biliaire qui draine toutes les voies biliaires. Et donc, si c'est bloqué là, il n'y a plus d'évacuation de bile, donc il y a l'ictère. Et donc, l'échographie, c'est le meilleur examen pour faire le diagnostic de tout ça. En cas de colique hépatique, il y a juste les calculs. Enfin, dans les 3 cas, il y a toujours les calculs, en fait. Dans la cholécystite aiguë, en plus des calculs, il y a l'inflammation de la paroi vésiculaire avec le dédoublement. Et en cas de migration lithiasique, on a en plus la dilatation de la voie biliaire principale. Donc là, on arrive à la conclusion. Donc les symptômes, finalement, nous permettent la plupart du temps de faire le diagnostic, soit de colique hépatique, soit de cholécystite aiguë, soit d'angiocolite. L'examen clinique en hépatologie, c'est toujours le même. En gros, c'est ictère, pas ictère. Et ensuite, on redétaille chaque symptôme, tous les signes d'insuffisance hépatocellulaire et tous les signes d'hypertension portale, dont l'acide qu'on a détaillé un petit peu tout à l'heure. Donc la biologie, comme on l'a vu, elle est vraiment standard, avec finalement, il nous faut peu de choses pour faire un diagnostic assez précis. Un bilan hépatique standard, avec les enzymes hépatiques et le dosage de la bilirubine totale et conjuguée, ce qui nous permet aussi de faire la paire des choses avec les ictères à bilirubine libre. Une numération formule sanguine plaquette avec un dosage du TP et n'oubliez jamais du coup là du facteur 5 qui nous permet de faire la différence aussi. Une électrophorèse des protéines qui nous permet de calculer l'albumine.
Et l'imagerie est finalement également assez simple parce que retenez, en gros, la meilleure imagerie, c'est l'écho-doppler hépatique et c'est celle qu'on a qui est le plus facile d'accès en plus, donc c'est très bien. Et il faut toujours penser aux patients qui ont des maladies du foie chroniques, de faire une fibroscopie œsogastro-duodénale parce que comme vous avez vu tout à l'heure, c'est très très fréquent d'avoir des varices œsophagènes et il faut vraiment le savoir parce que ces patients ils sont très graves et ils meurent la plupart du temps d'hémorragie digestive ou de sepsis, donc il faut vraiment qu'ils aient un dépistage assez complet pour pas passer à côté de quelque chose et puis qu'on puisse faire le maximum de prévention. Et donc voilà, c'est fini un peu plus tôt que prévu.